Le fusil Winchester brillait dans les mains sûres de Margaret O'Sullivan alors qu'elle posait le pied sur le porche usé du saloon. 3 cow-boys ivres avaient coincé la jeune Sarah Mitchell dans une ruelle, leurs rires aigus comme du verre brisé sous la nuit du désert. Mais ce n'était pas l'arme qui les fit reculer, c'était la vue du fils du révérend Miller, se tenant entre eux et la jeune fille tremblante, son col blanc déchiré, le sang perlant sur sa lèvre fendue. « Éloignez-vous d'elle !» La voix de Jonathan Miller portait toute la dureté de la colère, loin de la douceur de ses sermons du dimanche. Le plus grand des cow-boys cracha du jus de tabac et ricana. « Eh bien, regardez ce que nous avons là, le fils du prêcheur jouant les héros. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un t'enseigne le vrai monde, Bible Boy. » Le doigt de Margaret se posa sur la détente. Dans le territoire de Cedar Ridge, Arizona, en 1885, un homme pouvait mourir pour bien moins que ce que ces vagabonds envisageaient. Et malgré les chuchotements, les regards scandalisés et les conversations interrompues à son passage, elle n'allait pas laisser tuer l'homme qui avait été le seul à la regarder comme si elle méritait d'être sauvée. « Que se passera-t-il ensuite ?» lança-t-elle, son accent irlandais tranchant la tension comme une lame. La question qui flottait dans l'air du désert n'était pas de savoir si du sang allait couler, mais à qui il appartiendrait. En voyant Jonathan tenir tête à l'impossible, Margaret comprit qu'elle avait déjà fait son choix. 3 mois plus tôt, Cedar Ridge n'était qu'une halte où l'espoir venait mourir. La sécheresse durait depuis 18 mois, transformant les vallées en terre craquelée semblable à un cœur brisé. Mais c'est précisément ce vide qui rapprochait les gens de manière inattendue. Jonathan Miller, les bras chargés de provisions pour l'église, traversait la place du marché lorsqu'il heurta Margaret O'Sullivan, qui sortait du magasin avec une lourde caisse de bouteilles. Le choc fut inévitable. Le verre se brisa sur le trottoir en bois, le whisky se mêlant à la poussière. Pendant un instant, ils restèrent figés, le fils du prêcheur et la veuve du saloon, entourés des débris de la bienséance. « Je suis terriblement désolé », balbutia Jonathan, s'agenouillant pour ramasser les bouteilles intactes. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose d'électrique passa entre eux. Elle était belle, mais plus encore, il y avait derrière ses yeux vers une intelligence vive et une solitude qu'il ne savait nommer. « Aucun mal fait », répondit Margaret, sa voix portant la douce intonation du comté de Cork, et elle accepta sa main pour se relever, ses doigts s'attardant un instant sur sa paume. C'est alors qu'il remarqua ce qu'elle portait d'autre sous les bouteilles, des petits colis de nourriture et de médicaments, des chaussures d'enfants. Alors qu'il collectait des provisions pour la maison de Dieu, elle s'occupait des enfants oubliés de Dieu. « Madame O'Sullivan, dit-il en reconnaissant la femme dont les murmures la suivaient dans la ville, « je ne savais pas que je m'occupe des enfants Murphy depuis que leur père s'est cassé la jambe à la mine, répondit-elle avec un sourire tranchant comme le vent d'hiver, ou que j'achète des médicaments pour le bébé des Peterson. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna, ses hanches balançant sous la jupe bleu foncé de sa robe, mais elle avait laissé derrière elle un petit colis de médicaments pour la fièvre. Quand Jonathan le ramassa, il lut le nom écrit avec soin. Tommy Morrison, 6 ans. Cette nuit-là, en livrant les médicaments à la cahute des Morrison, il commença à comprendre que tout ce qu'on lui avait dit sur Margaret O'Sullivan pouvait être faux, et plus dangereusement, que tout ce qu'on lui avait dit sur lui-même pouvait l'être aussi. La vraie question n'était pas de savoir si elle était la tentation dont parlait son père, mais s'il avait le courage de découvrir quel homme il était vraiment, sous le col et les attentes. 2 semaines plus tard, la pluie mit fin à la sécheresse, mais apporta de nouveaux ennuis. Des mineurs envahirent Cedar Ridge, les poches pleines d'argent et les nerfs à vif. Le Broken Wheel Saloon, héritage de Margaret, devint l'œil de la tempête. Par une soirée pluvieuse, Jonathan vit ce que les habitants respectables préféraient ignorer. 3 mineurs avaient coincé Sarah Mitchell derrière l'église, leurs intentions aussi claires que la terreur dans ses yeux. Jonathan ne réfléchit pas, il sortit de l'ombre avec rien d'autre que sa colère juste et une prière « Laissez-la partir ». Les mineurs se tournèrent, amusés. Le premier coup l'envoya rouler dans la boue, le deuxième lui fit goûter le sang. À genoux, les bras autour de la tête, il entendit le son distinct d'un Winchester armé percer la pluie. « Messieurs », la voix de Margaret imposait l'autorité d'une femme ayant dirigé un commerce où la faiblesse signifiait la mort. Ses cheveux roux plaqués sur son cou, le fusil ferme dans ses mains, elle annonça « Je crois que la jeune fille préférerait votre compagnie ailleurs. » Les mineurs calculèrent leur chance en regardant l'arme, et Margaret clarifia la situation en tirant sur la clôture à 6 cm de la tête du chef. « Le prochain ira entre vos yeux, William Crane, » dit-elle. Jonathan, étonné qu'elle connaisse son nom, la regarda.
Ils partirent en maugréant, laissant Sarah courir vers sa famille, et Jonathan se retrouva seul sous la pluie, face à la femme que son père appelait « la tentation du diable ». « Tu aurais pu être tué », dit-elle en l'aidant à se relever, ses gestes doux et professionnels, vérifiant ses blessures avec l'habileté de quelqu'un qui avait soigné des plaies. « C'était soit très courageux, soit très stupide », admit-il en grimaçant. « Probablement les deux », concéda-t-elle, un mélange de surprise et de respect traversant son expression. « Allons-nous faire nettoyer avant que ta congrégation ne voie leur berger comme s'il avait perdu un combat contre une meute de loups ?» L'intérieur du Broken Whale Saloon dépassait de loin ce que Jonathan avait imaginé. Oui, il y avait des bouteilles et des tables de poker, mais aussi des étagères garnies de livres, des rideaux aux fenêtres et un petit coin à l'arrière où des manuels pour enfants étaient posés à côté d'ardoises. « Vous enseignez ici ?» demanda-t-il, sans vraiment attendre de réponse. « Pas vraiment, quelqu'un doit le faire », répondit Margaret en versant de l'eau chaude dans une bassine. « Le gouvernement territorial a promis un professeur il y a 2 ans, et nous attendons toujours. » Elle nettoya doucement la coupure sur sa joue, avec une délicatesse surprenante. « Buvez. »« Pas de café », précisa-t-elle avec amusement dans ses yeux verts. « Bien que, après ce soir, vous pourriez vouloir quelque chose de plus fort. » Pendant qu'elle soignait ses blessures, elle parla de son défunt mari Patrick, mort dans un effondrement de mine 18 mois plus tôt. De l'entreprise héritée malgré elle et qu'elle avait dû apprendre à gérer pour ne pas mourir de faim, et de la solitude d'être paria dans la ville, respectée pour sa force mais crainte pour son indépendance. Les gens ont besoin de blâmer quelqu'un pour leur propre faiblesse, c'est plus facile que de se regarder dans le miroir, dit-elle en essuyant le sang de ses jointures. « C'est pour ça que vous restez ?» demanda Jonathan. Margaret le regarda dans la lumière des lampes. « Je reste parce que c'est ma maison maintenant, et parce que parfois quelqu'un doit se placer entre les loups et les moutons. Même si les moutons ne le remarquent pas toujours. » En rentrant chez lui ce soir-là, traversant les rues boueuses, Jonathan emportait plus que des blessures. L'image des mains de Margaret sur sa peau, le son de son rire et la conscience troublante que le péché et le salut pouvaient être plus complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les rencontres clandestines commencèrent innocemment. Margaret avait mentionné son besoin d'aide pour les leçons des enfants, et Jonathan s'était proposé, au nom de l'éducation et peut-être, pour passer du temps avec elle. 3 soirs par semaine, après que le dernier ivrogne ait quitté le saloon, il passait par l'arrière. Le lieu, silencieux, se transformait. Les tables étaient déplacées, les voix enfantines remplaçaient les rires grossiers de cow-boys et de mineurs. Margaret se révélait une enseignante patiente et encourageante, montrant à Jamie Peterson que chaque livre était un monde à explorer. Jonathan, de son côté, aidait Maria Santos en arithmétique, mais son attention dérivait constamment vers Margaret. La lumière jouant dans ses cheveux cuivrés, la courbe douce de son cou, la grâce inconsciente de ses gestes, forts mais compatissants. « Monsieur Miller, vous regardez encore », dit Maria, le tirant par la manche. « J'observais juste les méthodes d'enseignement », balbutia-t-il. Margaret leva les yeux, souriant avec chaleur et intimité, différente de la dureté de la journée. Après le départ des enfants, il s'asseyait près du feu mourant et parlait de tout et de rien. Elle évoqua son enfance en Irlande, la famine qui avait poussé sa famille en Amérique, ses rêves d'enseigner avant que la survie ne devienne la priorité. « Je voulais être enseignante dans une vraie école », confia-t-elle un soir, les doigts dessinant des motifs sur la table. « Insensé. »« Non, beau », murmura Jonathan, le mot lourd de sous-entendu. Leurs regards se croisèrent, la distance soigneusement maintenue menaçant de disparaître. « Jonathan » chuchota-t-elle, son nom une prière et une malédiction. Leurs mains se frôlèrent, chaudes et calleuses, et l'électricité de ce simple contact parcourut son corps. « C'est dangereux », murmura-t-elle, mais elle ne se retira pas. Tous deux connaissaient les conséquences. Le révérend Samuel Miller, père de Jonathan, observait chaque semaine avec des sermons de plus en plus pointus sur la tentation et la faiblesse morale, sa désapprobation croissante. « Il t'aime », dit Margaret. « Il a peur de te perdre. Et j'ai peur de me perdre si je ne le fais pas. » Cette nuit-là, Jonathan prit une décision. Il ne cacherait plus ses sentiments pour Margaret. La confrontation survint un dimanche matin, dans l'église où il avait appris la grâce et le pardon. Le révérend Miller, depuis le pupitre, parla de loups parmi les brebis et de danger de s'associer avec certains individus. Les murmures s'élevèrent, tous les regards se tournant vers Margaret, assise seule, fière mais vulnérable. Jonathan se leva, brisant le silence, et demanda à parler.
Il expliqua à l'Assemblée que la grâce ne se gagnait pas par un comportement parfait, mais se donnait et se recevait, souvent de ceux que l'on considère pécheurs. Il parla des enfants qu'elle avait nourris, enseignés et protégés, de son dévouement désintéressé. Ces mots firent trembler l'Assemblée, certains applaudissant, reconnaissant enfin la vérité sur Margaret, alors même que son père restait silencieux, choqué. Le révérend resta figé aux côtés de la chaire, observant son monde soigneusement construit s'effondrer autour de lui après le service, tandis que la congrégation quittait l'église en petits groupes animés de conversation. Jonathan s'approcha de son père. Le visage de Samuel était pâle, semblant avoir vieilli d'une décennie en 20 minutes. « Tu as fait ton choix », murmura l'homme âgé. « Je prie Dieu, » répondit Jonathan, « qu'il ne vous condamne pas tous les deux. »« Et moi je prie, » reprit Jonathan, « que tu puisses trouver dans ton cœur la confiance en le fils que tu as élevé, capable de distinguer le bien du mal. » Dehors, Margaret attendait sur les marches de l'église, hésitante, peut-être pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Lorsqu'elle le vit, un souffle de soulagement traversa ses traits. « C'était soit très courageux, » dit-elle, reprenant ses mots de cette nuit sous la pluie, soit très imprudent. Jonathan prit sa main gantée dans la sienne, ne se souciant plus d'eux qui les voyaient. Certainement les deux. La représailles survint 3 nuits plus tard, rapide et brutale comme une tempête du désert. Jonathan était dans son bureau, préparant le sermon du dimanche sur la parabole du bon samaritain, quand le bruit du verre brisé brisa le silence du soir. Par la fenêtre, il aperçut des flammes orangées danser dans le ciel nocturne, venant du Broken Whale Saloon. Il courut dans les rues désertes, le cœur battant à tout rompre. À son arrivée, la moitié de la ville s'était rassemblée pour observer le spectacle. Certains avaient apporté des seaux pour éteindre le feu, d'autres des chaises, comme pour assister à un divertissement. « Où est-elle » cria Jonathan en attrapant Jim Collins par le bras. « À l'intérieur, pour autant que l'on sache, » répondit Collins d'un ton grave. « La porte est barrée de l'extérieur. Quelqu'un ne veut pas qu'elle sorte. » La foule se sépara tandis que Jonathan se frayait un chemin, ses yeux scrutant chaque visage jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. 3 mineurs de la Copper King Mine, les mêmes qu'il avait confrontés avec Sarah Mitchell quelques semaines plus tôt. Leur chef, William Crane, se tenait les bras croisés, un sourire satisfait étirant ses lèvres tachées de tabac. « Dommage pour le feu », dit Crane assez fort pour que tous l'entendent. Certains diraient que c'est la justice divine. Le Seigneur agit de façon mystérieuse, non ? Jonathan n'attendit pas de réponse et frappa Crane à la mâchoire. Le bruit sec résonna tandis que l'homme s'effondra dans la poussière. La foule émit un murmure. Jonathan Miller, le fils du révérend doux et paisible, frappait comme un bagarreur ordinaire. « Le bar !» cria la voix de Margaret depuis l'intérieur, étouffée par la fumée et la panique. Jonathan lança son épaule contre la lourde planche bloquant l'entrée. Le bois était neuf et solide, choisi spécialement pour cet usage. La fumée s'échappait de dessous la porte, et il pouvait entendre Margaret tousser. « Aidez-moi » cria-t-il à la foule. « Pour l'amour de Dieu, aidez-moi » Certains s'avancèrent, Collins, le maire Whitman et quelques autres, mais beaucoup hésitaient, incertains de risquer leur sécurité pour sauver Margaret O'Sullivan. C'est alors qu'un coup de Winchester retentit derrière eux. Le révérend Samuel Miller se tenait en bordure de la foule, son fusil de chasse braqué sur William Crane et ses complices. Les mains de l'homme âgé tremblaient légèrement, mais sa voix restait ferme. « Reculez de mon fils. » Tous, reculez immédiatement. Crane cracha du sang, sa main allant vers son arme. Le fusil de Samuel se leva avec précision. « Je tuais des Indiens quand tu suçais encore le sein de ta mère, » murmura Samuel. « Et c'est donc, » répondit Crane. La planche céda dans un fracas, Margaret en sortit, sa robe déchirée et son visage couvert de suie, mais vivante. Jonathan la rattrapa, sentant son corps trembler contre le sien. « Tout va bien, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. » Même en la tenant, Jonathan savait que rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Des lignes avaient été franchies, des choix faits qui ne pouvaient être défaits. Cedar Ridge devrait décider quel type de ville elle voulait être et si l'amour qui défiait toutes les conventions y avait sa place. Crane et ses hommes disparurent dans l'obscurité, leurs menaces portées par le vent du désert. Le feu fut contenu avant de se propager au-delà du saloon, mais le mal était fait, pas seulement au bâtiment, mais à l'idée que ce conflit puisse être résolu pacifiquement. « Merci » murmura Margaret à Samuel Miller. « Ne me remercie pas encore »
répondit le vieux révérend. Le vrai combat n'a même pas commencé. L'aube vint lentement à Cedar Ridge, peignant le désert de nuances d'or et de cramoisis, promettant à la fois fin et nouveau commencement. Jonathan et Margaret s'assirent sur les marches du saloon endommagé, regardant le soleil se lever derrière les montagnes lointaines. La nuit avait tout changé et rien à la fois. La Broken Wheel pourrait être réparée si Margaret choisissait de rester. Les blessures plus profondes, celles gravées dans le cœur de la communauté, mettraient plus de temps à guérir. « Ton père m'a surprise, » dit Margaret, la voix rauque de fumée et de fatigue. « Il s'est surpris lui-même, je crois, » répondit Jonathan. « Parfois, il faut une crise pour révéler qui nous sommes vraiment. » Margaret continua. « Le conseil municipal se réunit aujourd'hui. Il sera question de fermer le saloon, de chasser les éléments indésirables, c'est-à-dire moi. Et toi, que feras-tu » Elle resta silencieuse un long moment, ses yeux verts reflétant la lumière du matin. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à l'église, sur la grâce, sur les sources inattendues. Et si nous leur offrions quelque chose d'inattendu? Que veux-tu dire? Épouse-moi, Jonathan Miller. » Les mots flottèrent dans l'air du désert, simples et compliqués, impossibles et inévitables. Jonathan vit non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi le chemin à suivre que ni l'un ni l'autre n'avait osé imaginer. « Je sais ce que cela te coûtera, » dit-elle rapidement. « Ta position dans l'Église, peut-être même ta relation avec ton père. Mais je sais aussi ce que nous pourrions construire ensemble. Une vraie école pour les enfants, un lieu où la grâce n'est pas seulement prêchée, mais pratiquée, un foyer. » Jonathan pensa au fusil de son père, ferme pour défendre le juste, au visage de la foule qui s'était avancée pour aider, aux enfants qui venaient à l'école improvisée de Margaret parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où apprendre. « L'Église ne t'acceptera pas comme épouse de ministre, dit-il. Alors peut-être est-il temps pour un autre type de ministère. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard, dans l'école qu'ils avaient construite ensemble, la cérémonie présidée par le juge Harrison venu de Tucson. La moitié de la ville assista, l'autre moitié resta à l'écart, leur désapprobation aussi palpable que la chaleur du désert. Mais ceux qui étaient présents apportèrent des cadeaux, des enfants et l'espoir qui pousse dans un sol improbable. Samuel Miller resta en arrière, le visage impassible. Quand le juge prononça leur union, il ne célébra pas, mais il ne partit pas non plus. Et lorsqu'enfin Jonathan croisa son regard, Samuel hocha la tête. Peut-être pas en signe d'approbation, mais en reconnaissance du choix de son fils et de ses conséquences. Alors que le soleil se couchait sur Cedar Ridge, Jonathan et Margaret Miller s'assirent sur le porche de leur maison, la Broken Wheel reconstruite, servant à la fois café et enseignement, avec le whisky qui permettait d'ouvrir les portes. L'avenir s'étendait devant eux, incertain comme toute frontière, mais plein de promesses. « Regrettes-tu » demanda Margaret, la tête posée sur son épaule. « La seule chose que je regrette, » répondit Jonathan, « c'est d'avoir attendu si longtemps pour réaliser que parfois, le salut se présente sous la forme de la tentation, et que le seul péché est de ne pas reconnaître la grâce quand elle se tient juste devant vous. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Et si, comme moi, vous croyez que les plus grandes aventures commencent quand nous choisissons l'amour plutôt que la peur, abonnez-vous. D'autres récits vous attendent dans l'ombre de l'histoire, des histoires de courage, de passion et de la lutte humaine éternelle pour donner un sens à un monde incertain.